Bonjour à tout le monde, chers étudiants, étudiantes, chers collègues francophones. Bonjour. C'est vraiment très sympa d'être aujourd'hui avec vous et de partager nos réflexions qui sont dédiées à la langue française, aussi en partie à la langue polonaise et à la littérature. Car nous vous proposons une petite excursion dans la culture des Lumières. Nous parlerons d'un épisode de la communication franco-polonaise au sein de l'Europe plurilingue au tournant du XVIIIe et du XIXe siècle. Le sujet que nous aimerions vous proposer est celui d'alternance codique. La problématique abordée s'inscrit dans le cadre de la linguistique, de la didactique des langues, mais aussi dans notre communication dans le cadre de la littérature. Et pour commencer, regardons deux premiers exemples où on retrouve le phénomène qui nous intéresse. Spokojnie, t'inquiète, ogarniemy to. J'ai envie du café. Idziesz ze mną au distributeur? Dans les phrases proposées, la langue française et la langue polonaise sont alternées. Elles se complètent et forment une seule entité qui véhicule le sens. Les deux langues sont activées simultanément dans le cerveau du locuteur bilingue, ce qui rend possible le passage d'une langue à l'autre. Le passage est spontané, naturel et il est contextuellement motivé. Observons également que le passage du polonais au français et du français au polonais se produit au sein d'une même phrase et au cours d'une même conversation. Sachant déjà en quoi consiste l'alternance codique, passons aux raisons du phénomène qui nous intéresse. Pourquoi les locuteurs bilingues alternent-ils les langues? Oui, les raisons sont nombreuses et variées, parfois faciles, parfois difficiles, parfois très subtiles à repérer. Le plus souvent, les locuteurs bilingues alternent pour des raisons lexicales. To wino ma taki niesamowity terroir. Alors, pourquoi? Parce que les locuteurs passent d'une langue à l'autre, parce que certains mots ou certaines expressions existent dans une langue, mais pas dans l'autre. Ou bien un mot est plus court, plus précis, plus expressif dans l'une des deux langues. Le locuteur choisit alors spontanément la langue qui lui convient le mieux. Parfois, les locuteurs passent d'une langue à l'autre pour des raisons stylistiques. No i nagle paf, wpadł mi pomysł do głowy. Wszystko sikie-siok i do przodu. Oui, alors ils peuvent jouer avec le rythme, avec la sonorité. Tout cela pour rendre le discours plus vivant, plus dynamique, plus esthétique. Parfois, les locuteurs ont besoin de marquer leur identité sociale, leur appartenance sociale. Bonjour wszystkim. Alors ici, alterner les langues permet de montrer l'appartenance à un groupe social. Alterner les langues permet aussi de se rapprocher de son interlocuteur. Un groupe social des gens qui parlent français dans ce cas-là, oui. Tout à fait, voilà. Les locuteurs passent d'une langue à l'autre aussi pour des raisons affectives. Mon chou est taki mignon. Alors la langue choisie exprime mieux l'émotion du moment. Parfois, les locuteurs changent de langue pour des raisons compensatoires. Tu peux me passer korkociąg? Alors, pourquoi ils passent d'une langue à l'autre? Parce que parfois, les locuteurs oublient un mot ou ils ne connaissent pas le mot dont ils ont besoin. Alors, pour assurer la fluidité,
ils passent d'une langue à l'autre. Nous arrivons maintenant à notre première conclusion. L'alternance codique n'est pas, dans la plupart des cas, un signe de manque de compétences, mais une stratégie habile qui permet de mieux s'exprimer, de mieux jouer avec les langues. Mais quelle est la différence entre l'alternance codique et d'autres phénomènes linguistiques, par exemple l'emprunt? Oui, il faut observer que tout passage d'une langue à l'autre au sein d'une même conversation n'est pas considéré comme l'alternance codique. Regardons nos exemples. Tu peux lire les deux premiers exemples? Wspaniała praca, chapeau bas, rozpocznę a rebours, ale Państwo mnie zrozumieją. Oui, dans les deux premiers exemples, on a affaire à un locuteur polonais cultivé qui emprunte à la langue française des expressions qui caractérisent le discours soutenu. Il s'agit des expressions, des mots qui sont généralement connus par des gens cultivés. Un peu maniérés. Un peu... Voilà, mais la troisième et la quatrième phrase sont différentes. Wspaniała praca, mes félicitations sincères à toi. L'autre exemple, rozpocznę od końca, mais vous voyez bien ce que je veux dire. Oui, ici, pour alterner, il faut connaître deux langues. Alors, nous arrivons ainsi à notre deuxième conclusion. Les emprunts ont un caractère répétitif et universel, tandis que l'alternance codique est plutôt individuelle, unique, et elle est associée à une situation de communication très concrète, ici et maintenant. Et quels sont les types d'alternance codique? En nous appuyant sur différents travaux linguistiques, nous proposons de distinguer l'alternance interphrastique. Le changement de langue se produit entre différentes phrases. Désolé, je n'ai pas le temps pour le café, muszę lecieć do pracy. Oui, il y a aussi l'alternance intraphrastique. J'ai oublié co to jest. C'est celle où le changement de langue a lieu à l'intérieur d'une seule phrase. Mais il y a aussi l'alternance de type tag. Robimy to, d'accord? Et c'est celle où on insère un mot appelé tag. Après avoir présenté les informations fondamentales sur l'alternance codique, je propose maintenant d'examiner un peu le passé. Comment se présente la situation des locuteurs bilingues à l'époque des Lumières? Pourrais-tu nous donner un aperçu de cette situation? En effet, l'alternance codique est un phénomène dont la culture des Lumières est, pour ainsi dire, imprégnée. Un phénomène très très fréquent, comme nous essaierons de le montrer avec les exemples. Avant d'y passer, une petite mise au point historique. Pour qu'il y ait l'alternance codique, il faut avoir deux codes. La question surgit donc, à quelle époque le français et le polonais ont commencé à se mélanger dans la culture de l'Europe centrale. On distingue dans ce contexte deux époques de la francophonie polonaise. Ça veut dire le XVIIe siècle et le tournant du XVIIIe et XIXe. Tout à fait. Au XVIIe siècle, le premier milieu francophone en Pologne, c'est la cour varsovienne des deux rois de Wasa, grâce à la présence de la reine Louise-Marie de Gonzague, une reine française. C'était une femme d'une intelligence remarquable, l'épouse des deux rois consécutifs, ce qui nous montre son importance intellectuelle notamment, parce qu'il n'imaginait pas
ils ne voulaient pas exercer leur fonction sans l'appui de cette femme. Elle était très importante pour eux. Elle est venue en France entourée des gens de lettres, des poètes, des scientifiques. Elle a installé ce qu'on appelle, ce que les historiens, notamment Carolina Targos, appellent la cour savante de Marie de Gonzague. Cette tradition de la francophonie varsovienne était continuée par Marie Casimir d'Arquien, la célèbre femme du roi Jean III Sobieski, avec un peu moins d'éclat intellectuel, mais toujours quand même. La deuxième phase de la francophonie polonaise, c'est la période des Lumières proprement dite. Elle commence vers 1750. Les Lumières se terminent en Pologne vers 1830. Et là, le français, donc c'est l'époque que Marc Fumaroli a décrit dans son livre célèbre avec ce titre « Quand l'Europe parlait français ». Bien sûr, nous sommes actuellement en train de préciser un peu cette image un peu trop simpliste. Pourtant, c'est vrai, en Pologne, les grandes familles éduquaient leurs enfants en français. Et c'est très important. Il faut le souligner, le français était utilisé au quotidien. Ce n'était pas le masque linguistique, c'était vraiment un visage. Ils étaient, à proprement parler, ils étaient dans la peau des locuteurs de la langue française au quotidien. Oui, et quels sont les documents de la culture plurilingue? Ce sont les documents que les historiens et les chercheurs en littérature actuellement mettent dans ce groupe, dans ce tiroir, d'égo-documents. Donc ce sont des documents qui constituent une expression où le moi, où la subjectivité de l'auteur trouve l'expression privilégiée et qui sont plongés aussi dans la vie de tous les jours. Ce sont donc notamment des lettres, des mémoires, des journaux intimes. Et pour le contexte spécifiquement polonais, ce sont les documents qu'on appelle Silva Rerum en latin, la forêt des choses. Ce sont des collections très hétéroclites des documents qui étaient gardés associés à une seule famille, une sorte d'archive familiale, et qui étaient plurilingues. Ça, vraiment très tôt, on y retrouve les textes bien sûr en polonais, bien sûr en latin, qui était très important en Pologne, mais aussi en italien, en allemand et en français. Oui. Le premier exemple vient du journal de Waleria Tarnowska. Oui. C'était vraiment une toute petite présentation. C'était une aristocrate polonaise. Elle venait d'une famille de Strojnowski, une famille très puissante. Et elle a épousé un homme aussi puissant qu'elle, Jan Felix Tarnowski, ce qui a fait d'eux une sorte de power couple, un couple avec beaucoup d'influence sur la politique et sur la culture polonaise. Pour nous, ce qui est essentiel, c'est deux choses. Le couple voyageait beaucoup, et deuxièmement, Waleria Tarnowska tenait un journal intime, très précis, vraiment. Elle a commencé pendant un voyage, les deux sujets sont liés parce qu'elle a commencé son journal lors d'un voyage en Italie. Elle a continué après son retour en Pologne jusqu'à la fin de sa vie et durant tous les autres voyages. Et le fragment que nous allons analyser vient de 1824, donc ça fait déjà 20 ans qu'elle tient ce journal, vraiment. Il y a déjà des milliers de pages. Et elle part en France pour surveiller l'éducation de son fils, Jan Bogdan Tarnowski. Et juste après avoir traversé la frontière, elle écrit ça. Nous venons de souper ici avec un excellent kapouchniak, qu'on eût à eux le bon esprit de faire cuire par notre Pierre, et que nous avons dévoré avec une satisfaction nationale qui a sauvé
tout l'ignoble de la gourmandise. Voilà, donc nous voyons là à quel point c'était une écriture soignée, c'était une écriture d'esprit. Et il faut ajouter une chose, c'est pour la première fois que Tarnowska est arrivée en France. Elle n'a jamais visité la France, tout en ayant parlé toute sa vie le français au quotidien. Et là, elle utilise le mot polonais, donc en me référant au classement que tu as présenté, c'est une alternance codique motivée par des raisons lexicales, parce qu'il s'agit d'un terme typique pour la culture, en l'occurrence la cuisine polonaise. On pourrait le décrire en français, une soupe à choux. Oui, mais kapustniak est plus court et plus ancré dans la culture polonaise. Je pense que ces deux phénomènes sont importants. La brièveté, nous en reparlerons aussi. Oui, le deuxième exemple vient aussi du journal de Valeria Tarnowska, Julie. Oui. Qu'il est douloureux ce sentiment qui n'a pas de nom en français et que nous appelons tęsknota. Comme il me domine malgré moi, Yash me comble des caresses. Cher enfant, cela console, mais rien ne remplace. Voilà, donc ça c'est au bout de 2 années. Elle est fatiguée de Paris. Elle n'aime pas trop Paris. Il faut expliquer que la noblesse polonaise, c'était une noblesse de terroir quand même. Ils étaient habitués à la vie à la campagne. Et donc, ce qui lui manquait, c'était des larges champs, des forêts, des perspectives énormes. Donc là, elle se sent étouffée à Paris. Et justement, elle note cette belle phrase où elle emploie ce terme. Donc ça, c'est encore on a là encore des raisons lexicales de l'alternance codique, mais avec une nuance affective quand même. Oui, tout à fait. Oui, je vois aussi les raisons affectives. Oui. Parce que le terme désigne les émotions, mais aussi il traduit certaines émotions. Non seulement il désigne les émotions, mais il les exprime. Oui. Passons à une autre archive familiale, celle de la famille Czartoryski. Oui, une famille très célèbre en Pologne, proche du dernier roi de Pologne. Et là, nous avons un fragment qui vient d'une lettre du fils au papa. Et le père, comme on peut le deviner en lisant ce petit fragment, c'est une sorte vraiment de drame psychologique familial. Le père était un personnage redoutable, un personnage puissant qui littéralement écrasait psychologiquement ses enfants. Et justement, dans ce milieu bilingue, ils avaient l'habitude de passer d'une langue à l'autre, comme nous le voyons à cet exemple. Zapisałem się dopiero na wszystkie nowe i lepsze romanse angielskie, ale jeszcze nie przyszły. J'aurais désiré pouvoir vous en offrir quelques-uns. À leur place, je vous prie, mon cher père, que je sois aussi l'un de ceux qui sont chargés de compléter le nombre de vos gilets. Voilà, donc ça c'est à l'occasion de l'anniversaire du papa. Et nous voyons, quand même, c'est assez effrayant, le niveau, c'est pas la gentillesse, c'est une sorte de terreur qu'on voit là. Il s'excuse de ne pas avoir trouvé de nouveaux romans. Pourtant, justement, il fait cette proposition ô combien développée, ô combien courtoise, ô combien subordonnée aussi. Il y a une sorte vraiment de respect poussé à l'extrême que l'on voit dans des formules très développées, dans des formules de gentillesse très développées. En français, que je sois aussi l'un de ceux qui sont chargés de compléter le nombre je vous supplie, papa, d'accepter que je sois l'un de ces nombreux petits personnages qui sont chargés de compléter le nombre de vos gilets. Donc, on a là l'internance interphrastique, malgré la notation. En fait, ce sont quand même des phrases séparées. Je pense que c'est motivé un peu par des raisons culturelles peut-être. Le français, c'est la langue de la cour. Donc quand on s'adresse à son père comme s'il était
presque avec une langue officielle, donc il choisit le français. Je retrouve aussi des raisons sociales, appartenance Oui, oui. à un groupe social donné, oui. Oui, je pense que c'est même essentiel ici, Oui. ces raisons sociales. Oui, il parle à son père prince, vraiment d'une façon dans le style de la cour. Oui, et le quatrième exemple, c'est le fragment du journal de voyage de Maria Czartoryska de Württemberg. Voilà. Je lis. Oui. D'accord. Arrivé à Venise, belle auberge sur le Grand Canal, ale nie bardzo wygodne, męs pokoje. Ale sur la place de Saint-Marc, która ekstraordynaryjnie mnie zdziwiła, c'est une des choses przechwalone, qui n'a pas pourtant étonné niezmiernie. Qui m'a pourtant étonné niezmiernie. Donc, il y a, là, c'est vraiment le paroxysme de cette alternance codique. Les alternances intraphrastique sont extrêmement nombreuses, ce qui est typique pour la correspondance de Czartoryski. Et pour voir un peu la logique, on voit que ce sont les adjectifs et les adverbes extraordynaryjnie, przechwalone et niezmiernie qui traduisent donc un certain sens affectif. Je pense aussi que pour le mot przechwalone, c'est aussi l'aspect lexical, parce que c'est lié à la morphologie polonaise qui fait un usage souple des préfixes qui n'existent pas en français. Donc pour dire przechwalone en un mot, c'est bref, c'est synthétique. Et ce serait beaucoup plus long à exprimer en français. D'accord. Et le cinquième exemple vient aussi du journal de voyage de Marianne Czartoryska de Württemberg. Blasque morza, du pavé, de l'absence d'arbres, etc., 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 auquel on ne peut échapper, qui me fait un mal à mes yeux, à mes pauvres yeux, niesłychane. Voilà, donc ça, elle vient d'arriver à Naples. Elle n'aime pas Naples, Naples la fatigue, Naples l'éblouit, elle n'aime pas cette lumière excessive. Et donc pour passer à l'analyse, nous avons encore une fois l'adjectif. Oui. Donc c'est un adjectif qui existe en français et qui est même plus court, inouï, n'est-ce pas? Oui. Mais elle choisit le polonais. Et là, on peut, je pense, supposer les raisons affectives. Aussi, on utilise les termes plus longs d'habitude pour exprimer les émotions parfois. Mais elle commence avec le polonais, blasque morza, elle passe au français pour des raisons on peut chercher la logique, mais c'est très, très, très compliqué. Oui, mais elle termine aussi en polonais. Elle termine aussi en polonais. D'accord. Et passons à la deuxième partie de notre communication. L'alternance codique, c'est le locuteur bilingue aujourd'hui. Oui, oui. Dans cette partie de la communication, je voudrais citer et analyser brièvement les exemples d'alternance codique qui ont été produits par les locuteurs contemporains. Les exemples que je cite dans le tableau proviennent d'écrits et de productions orales d'étudiants en philologie romane de l'Université de Szczecin. Je souhaiterais ici remercier mes étudiants et étudiantes de m'avoir partagé leurs notes et leurs exemples. Oui. Regardons tout d'abord les exemples qui représentent l'alternance interphrastique. Lisons la première phrase. Muszę to zrobić maintenant. To jest vraiment difficile. Oui, dans le premier exemple, le passage d'une langue à l'autre permet de séparer clairement les idées. Une phrase pour l'action urgente en polonais, l'autre pour l'émotion ou l'évaluation en polonais. Dans le deuxième exemple, No tak, c'est ça. L'interjection polonaise no tak introduit une réaction discursive qui est suivie d'une validation en français, c'est ça. Et les exemples d'alternance codique intraphrastique sont plus nombreux et on observe ici une
intégration profonde des deux systèmes linguistiques. Les mots étrangers s'insèrent naturellement dans la syntaxe de l'autre langue. On observe souvent des mots associés à la culture, tels que... Karp, borówki, wigilia. Oui, des mots plus expressifs. Dodo, impossible, bien-aimé. Oui, et des termes du quotidien français, comme par exemple chauffage. Bonjour, rendez-vous. Oui. D'après moi, ce type d'alternance codique est très spectaculaire et exigeant sur le plan syntaxique. Il suppose une maîtrise simultanée des deux systèmes linguistiques et une capacité à les articuler de manière fluide. Dans les exemples avec des tags, par exemple... Kurde, c'est trop mignon. No dobra, voilà, idziemy dalej. To jest mega dobre, franchement. Oui, observons que la structure de la phrase principale ne change pas. On y ajoute une dimension affective ou ironique. Observons maintenant l'alternance codique dans la salle de français. Parce que ce sont les exemples que tu as notés, oui. Oui. Les premiers étaient puisés, ils étaient écrits et rédigés, envoyés par les étudiants. Ceux-là, tu les as notés vraiment. Tout à fait, dans je feu les de ai l'action. notés. Oui, alors, on voit très bien que l'alternance codique dans la salle de langue surgit naturellement quand les apprenants polonophones négocient le sens, vérifient un mot ou une règle, ou simplement quand ils cherchent à mieux comprendre. Dans la salle de français langue seconde, l'alternance codique n'est pas un signe de faiblesse linguistique. C'est un outil puissant qui permet aux apprenants de clarifier les informations, de vérifier la compréhension, tout simplement de progresser plus vite. On ne va pas lire tous les exemples. Non, on ne va pas. Ce sont des petits dialogues souvent, oui, Voilà. que tu as notés, ça c'est vraiment intéressant, j'imagine ça. Oui, et je pense que c'est déjà le temps de passer à nos conclusions, n'est-ce pas? Donc, premièrement, l'alternance codique n'est pas un phénomène réservé aux bilingues contemporains. Comme nous l'avons vu, elle était présente au tournant du XVIIIe et du XIXe siècle, ce qui nous laisse supposer qu'il s'agit d'un phénomène universel sur le plan historique. Deuxièmement, l'alternance codique n'est pas un signe de manque de maîtrise ou de confusion linguistique. Au contraire, elle témoigne d'une compétence bilingue avancée, d'une grande aisance cognitive et d'une sensibilité fine aux contextes sociaux, culturels et affectifs. On l'a vu chez les écrivains et les femmes écrivains du XVIIIe et XIXe siècle, qui parlaient parfaitement polonais. Ils étaient capables d'écrire un livre en polonais et en français. Troisièmement, les exemples des locuteurs et des étudiants contemporains montrent que la forme la plus fréquente dans la communication quotidienne est l'alternance intraphrastique. En classe de langue, par contre, c'est l'alternance interphrastique qui domine. Oui, les données recueillies auprès des locuteurs étudiants montrent que le cadre syntaxique polonais est plus fréquent que le cadre syntaxique français. Et les locuteurs bilingues étudiants alternent pour différentes raisons, lexicales, sociales, affectives, mais aussi compensatoires. L'alternance codique, phénomène auquel nous avons consacré le temps et l'attention, est un processus cognitif universel. C'est une pratique naturelle, systématique parmi les bilingues. Et qu'il me soit permis de terminer nos analyses par la devise qui m'est venue à l'esprit. Là où il y a deux langues, il y a de l'alternance codique. C'est aussi naturel que de respirer. Voilà. Voilà notre bibliographie
que nous avons divisé en deux parties, la bibliographie linguistique et la bibliographie qui renvoie à la littérature et la culture. Pour le moment, c'est tout de notre part. Merci beaucoup d'avoir été au rendez-vous linguistique et littéraire avec nous et au revoir. Au revoir.